Bonsoir Dominique Moisy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes géopolitologue, membre fondateur de l'IFRI, auteur de Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir. On va quand même essayer de s'y accrocher. Chez Robert Laffont, on va parler avec vous évidemment des conséquences de cette guerre au Moyen-Orient au 10e jour du conflit. Mais d'abord, comme tous les jours à cette heure-ci, on retrouve un membre de la cellule Vrai ou Faux de France Info. Bonsoir Luc Brisson. Bonsoir. Luc, dans ce conflit, de nombreux posts sur les réseaux sociaux suggèrent que l'armée iranienne utiliserait des tanks gonflables, voire même des peintures, comme des leurres en fait, pour tromper les armées américaines et israéliennes. Une façon de ridiculiser l'État hébreu face à l'ingéniosité des Iraniens. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de ces vidéos suggèrent que Israël et les États-Unis, malgré toute leur puissance, seraient finalement impuissants face à des techniques très simples de l'armée iranienne. Regardez par exemple cette vidéo. Ici, ce serait des Iraniens en train de peindre des avions au sol pour faire croire aux satellites israéliens et américains que ce sont des vrais avions. Et puis regardez cette autre vidéo qui a été vue quand même plus de 2 millions de fois sur X. Alors ici, c'est un char gonflable qu'on voit se déployer, accompagné de ce message. Ce sont les armes que les États-Unis ciblent en Iran. L'Iran aurait importé de Chine plus de 900 000 maquettes gonflables de leurres, notamment des chars, des missiles, tous gonflables. Alors cette vidéo que vous voyez là, on l'a retrouvée pas sur un site iranien ni sur un site chinois, mais sur un site russe, regardez, qui vend des répliques de chars gonflables. Alors on peut les acheter, vous le voyez, ça coûte un peu plus de 300 000 roubles, c'est l'équivalent de 3 500 euros. Donc ce fameux char gonflable, ça existe, mais ici l'internaute a juste repris cette vidéo d'un site de e-commerce russe, ça n'a rien à voir avec l'Iran. Et puis si on prend cette autre vidéo qui montrait des Iraniens peignant des avions au sol, tout laisse penser que cette vidéo elle a été générée par intelligence artificielle. Puisque regardez bien, on va faire un petit arrêt sur image sur la vidéo. On voit ces petites lignes qui apparaissent toutes seules, comme par enchantement sur l'avion. Donc ça laisse penser bien que cette vidéo a été générée grâce à une IA. Donc ces vidéos sont trompeuses, on l'a bien compris, mais est-ce que l'Iran pourrait utiliser cette technique des leurres pour tromper Israël ou les États-Unis ? Ça s'est déjà vu dans le passé ? Oui, exactement, vous avez raison, ça s'est déjà vu dans le passé, ça s'est déjà vu très récemment, puisque l'armée ukrainienne a utilisé des chars gonflables, ce genre de chars face aux Russes pour les tromper. Et puis certains de ces leurres très modernes peuvent imiter la signature thermique et électromagnétique de vrais chars, ce qui fait que les radars ennemis, les drones, les satellites ont l'impression au sol d'avoir affaire à de vrais appareils. Et puis cette technique des chars gonflables, elle est vraiment très ancienne, puisque les Anglais l'avaient utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, exactement, je vois que vous aviez la référence, pendant le débarquement face aux Allemands. Donc que l'armée iranienne utilise des leurres pour attirer des bombardements adverses. C'est pas impossible. Les experts militaires avec qui on a pu échanger nous ont dit que c'était tout à fait possible, même s'ils ne peuvent pas certifier qu'actuellement l'Iran utilise ce genre de technique. En revanche, les vidéos qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on a vues, elles sont trompeuses. En tout cas, ça ne peut pas prouver que l'Iran utilise bien ces techniques, parce qu'on l'a vu, ce sont soit des vidéos qui sont générées par IA, soit des vidéos qui sont sorties de leur contexte. Et pendant la guerre de 40, ça avait marché. Ça avait marché. Là, on n'a pas la réponse encore. Merci beaucoup, Luc Brisson. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. C'est le samedi à midi et le dimanche à 20h. Merci, Luc. Dominique Moisy, est-ce qu'il faut, d'après vous, s'attendre à une guerre longue ? Emmanuel Macron a dit ce soir qu'elle pourrait durer plusieurs semaines. Est-ce que c'est le scénario qui vous semble se dessiner ce soir au 10e jour de cette guerre ? Honnêtement, je n'en sais rien. Et personne, je crois, ne peut le dire. Ce qui est clair, c'est que après la décapitation des élites du régime, certains espéraient un effondrement. Il ne s'est pas produit. Le régime iranien s'est révélé beaucoup plus résilient qu'on ne pouvait le penser. D'où l'idée qu'on est devant une guerre qui peut durer, avec une claire stratégie des Iraniens. Nous sommes en infériorité militaire, c'est très clair. Nous allons élargir
le conflit, nous allons utiliser l'arme économique, et puis on va voir. Et peut-être il y aura des divisions entre les Israéliens et les Américains. Les premiers ont le temps. Ce n'est peut-être pas le cas des seconds. Est-ce que vous avez été surpris par la résilience iranienne? Oui, quand même. J'avais le sentiment que cet exploit tactique réalisé dès les premières heures du conflit allait entraîner des conséquences plus importantes. Je crois qu'on a sous-estimé la résistance, la résilience du régime iranien et peut-être surestimé les capacités de l'opposition à se soulever. Mais elle n'avait pas d'armes. Et donc je crois que au jour d'aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, c'est de ne pas négliger les enseignements du passé. De ne pas les surestimer non plus. Au fond, il y a 2 enseignements majeurs. Le premier, c'est qu'on ne gagne pas une guerre par la seule supériorité militaire. Ça, c'est les enseignements de la guerre du Vietnam. Le deuxième enseignement, c'est que l'Amérique n'a pas été très bonne historiquement lorsqu'elle a voulu changer les régimes au Moyen-Orient. Mais l'Iran n'est pas l'Irak, n'est pas l'Afghanistan, n'est pas la Libye. On entend nombre de politologues ou nombre de politiques qui disent « Vous voyez bien, ça n'a pas marché en Libye, ça n'a pas marché en Irak, ça n'a pas marché en Afghanistan », alors que nous, puisqu'on avait appris ou à l'école ou dans les médias, on pensait que la civilisation perse était une civilisation qui était extrêmement cultivée, élaborée, avec une véritable opposition et qu'on se disait que c'était impossible à imaginer qu'il n'y ait pas une alternative qui couve. Or, vous pensez que cette estimation a été mal faite quand vous dites finalement que la supériorité militaire n'est pas suffisante. Qu'est-ce qui manquait pour pouvoir espérer que ça irait un peu plus vite? Je précise que vous dites aussi qu'on est tous impatients et qu'on ne peut pas tirer des leçons au bout de 10 jours. Oui. Il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est de dire, mais une dictature religieuse n'est pas de la même nature qu'une dictature laïque. Et sur ce plan-là, l'Irak et la Libye, c'est pas la même chose. Pourquoi? Que l'Iran. Parce qu'il y a la vocation au martyr d'un régime qui dit, mais au fond, je vais gagner au ciel. Il y a une sorte d'idéologie extrême, une dureté. Et je crois qu'on a négligé la volonté des ayatollahs de rester au pouvoir quoi qu'il en coûte. Mais aussi pour des raisons financières, parce qu'ils ont pas réussi, ils se sont ouverts des comptes dans la moitié. Oui. C'est certes la foi, un islam triomphant, mais... mais la corruption et la foi peuvent aller de pair. D'accord. De ce point de vue, l'annonce de la nomination du fils de l'ayatollah Khomeini, Mojtaba Khomeini, en tant que guide suprême, vous semble illustrer cela, à la fois cette résilience et cette peut-être dureté accrue? Oui, mais il y a un désir de provocation. C'est la défiance à l'égard des États-Unis. Donald Trump avait dit qu'il ne voulait pas de lui et qu'il faudrait qu'il donne son aval. Donald Trump avait dit « je veux une reddition inconditionnelle ». Là, c'est une résistance inconditionnelle. Mais ça traduit aussi le rapport des forces à l'intérieur du régime des mollahs. Ce sont les plus durs qui l'ont clairement emporté. Il y a des dissensions aujourd'hui au sein de ce régime, au sein de cet appareil. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Oui, mais elles existent certainement, mais les plus durs tiennent le régime. C'est la leçon du choix qui a été fait. Il y avait aussi un ayatollah modéré comme Rouhani, et on se disait, mais peut-être c'est la bonne stratégie pour les Iraniens. Ils vont mettre cette personne, ça va satisfaire plus ou moins Trump, il va faire un deal avec lui et la guerre va s'arrêter. Ça n'est pas du tout ce qui est en train
de se passer. Donc les durs tiennent le régime et le régime tient le pays? Pour le moment. Pour le moment. C'est-à-dire la stratégie américaine consiste à dire, à un moment donné, ils vont plier sous les bombes. La stratégie iranienne consiste à dire, à un moment donné, ils vont plier, les Américains, sous le poids des sondages. Et chacun a un calendrier différent. Le calendrier américain est exclusivement militaire. Ils ne vont pas tenir. Le calendrier iranien est économico-politique. J'ai l'arme de l'économie. À un moment donné, ils vont faire un compromis. Alors justement, manifestement, il y a aussi deux stratégies différentes. Enfin, il apparaît entre Israël, enfin les buts de guerre ou les objectifs, comme on a dit, de Trump et ceux de Benjamin Netanyahou d'Israël au sens large. Est-ce que vous pensez que Trump pourrait se plier, comme vous dites, ou se retirer en considérant qu'il a une petite satisfaction sur le nucléaire et en laissant finalement le but de déconstruire, enfin de démolir le régime, voire de calmer et d'éradiquer le Hezbollah après les Hamas, les Houthis et tous les proxys. Qui tient qui? Qui est-ce qui est le plus maximaliste? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ces deux positions qui peuvent, du côté d'Israël, augmenter une surenchère et du côté de Trump, faire en gros, il peut se dire, si j'ai une petite satisfaction, on ne va pas aller plus loin, ce qui serait catastrophique dans les deux cas. C'est ce que vous dites, je crois, ce matin dans une tribune dans Les Échos. C'est-à-dire, la guerre d'Israël n'est pas la guerre de l'Amérique. Il y a de multiples différences. La première, c'est que près de 100% des Israéliens soutiennent la guerre contre l'Iran. 93% des Israéliens juifs. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Il y a 25-27% des Américains au plus qui soutiennent la guerre. La guerre est une chance politiquement pour Netanyahou. Elle est un risque politiquement pour Trump. Tous les deux sont à la veille d'élections importantes, des élections législatives en Israël en novembre, a priori, les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et qui est en position dominante? Parce que je me demandais qui tient qui. On peut penser que Netanyahou a réussi à convaincre Trump à surmonter ses réticences naturelles. Il lui a dit « J'ai un plan extraordinaire. Tu vas voir, le 28 février au matin, l'ayatollah sera réuni avec ses principaux dirigeants. On peut les éliminer d'un coup. Et tu as vu, le 8 et 9 janvier, la force de la résistance iranienne. Il y a eu une répression terrible, mais quand même, c'est une chance unique. Jamais il n'y a eu la rencontre entre une fenêtre d'opportunité de destruction et un Iran à bout de souffle, à ce point. Et puis, regarde, tu n'as pas eu le prix Nobel de la paix, mais tu vas entrer dans l'histoire comme l'homme qui a mis fin au régime des mollahs. Le 47e président des États-Unis met fin à 47 ans de dictature religieuse. C'est ta chance. Regarde, tu vas entrer dans l'histoire au même niveau que Ronald Reagan et George H. Bush qui ont mis fin à l'URSS. J'allais vous demander, à votre avis, pourquoi il a pris ce risque, Donald Trump. Vous venez de l'apporter la réponse. Sur le rôle de la France, vous avez entendu Emmanuel Macron aujourd'hui. Il était en déplacement à Chypre, territoire de l'Union européenne, qui a été visé par des drones la semaine dernière. Il est venu apporter le soutien de la France. Il a fait un certain nombre d'annonces également sur le déploiement militaire de la France dans la région, sur la possibilité de participer au déblocage du détroit d'Ormuz le moment venu, quand les choses se seront un peu calmées. Que pensez-vous de la position d'Emmanuel Macron dans ce conflit? Il n'a pas été prévenu, il l'a dit, du déclenchement de cette guerre, et puis il mène depuis plusieurs jours un activisme important, prenant une forme de leadership européen sur le sujet. Il a une voix qui peut compter dans ce conflit? Alors, je crois qu'il a raison de parler comme il le fait, surtout s'il est conscient des limites
de l'influence de l'Europe sur le conflit du Moyen-Orient. Il ne pouvait pas abandonner Chypre. Chypre a été attaqué. Chypre, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est nous. Il donne une leçon sur ce plan au Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, qui aurait dû spontanément aller à Chypre, qui, je ne crois pas, il a laissé son ministre de la Défense le faire. Mais l'essentiel quand même, c'est de voir aussi la marginalisation de l'Europe. Le conflit du Moyen-Orient, c'est beaucoup plus proche géographiquement, historiquement, de l'Europe que des États-Unis. Or, ce sont les États-Unis qui sont de très loin en première ligne. Et je ne crois pas qu'au Moyen-Orient, on s'intéresse énormément à ce que va dire l'Europe. Comment peser aujourd'hui dans ce nouveau contexte géopolitique mondial qui est dominé par des rapports de force d'une dureté croissante? Je crois que la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on n'est pas très important en tant qu'Européens. On serait encore moins important sur un plan national. Tous ceux qui mettent en avant le souverainisme ne se rendent pas compte de l'évolution du rapport de force. Si l'Europe n'est rien, alors la France est moins que rien. Et donc, notre seule chance d'exister, c'est plus d'Europe. En même temps, on a vu dès le début de ce conflit, l'Espagne, Oui. les Britanniques qui prenaient des positions complètement différentes. Oui. Comment réussir? C'est toujours l'éternelle question qu'on se pose au sujet de l'Europe et de la possibilité d'une Europe puissance. Pour être puissant, il faut réussir à parler d'une seule voix, non? Oui, et je crois qu'on est encore plus divisé sur la question du Moyen-Orient que nous ne le sommes sur la question de l'Ukraine. Mais il y a des leçons de l'Ukraine qui sont transposables, me semble-t-il, pour le Moyen-Orient. Il y a des leçons militaires. Regardez, est-ce qu'on a vraiment tiré toutes les leçons militaires de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on a intégré le rôle des drones? Si on l'avait fait, on se serait dit, mais peut-être les Iraniens seront plus résilients. On n'est pas au point sur les interceptions de drones pour l'instant. Les résilients. Aucun autre pays européen. Absolument. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose que je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de l'Iran d'attaquer les monarchies du Golfe qui, a priori, ont qu'un seul intérêt, c'est que ça se calme vite pour des raisons économiques, c'est-à-dire à la fois pouvoir continuer à exporter les choses qu'ils exportent, du tourisme éventuellement. Quel est l'intérêt de l'Iran de s'en prendre à eux? Très clair. Le chaos économique, la peur, c'est à travers eux une action sur les opinions publiques occidentales. Et normalement, les monarchies vont suivre l'Iran? Non. Ou au contraire, ça peut être un levier. Et puis, elles peuvent bouger en essayant de dire aux Iraniens, maintenant vous allez arrêter. Donc, quel est je crois que le raisonnement? Le raisonnement de l'Iran, il est à plusieurs niveaux. Le premier, il consiste à dire ce sont ces monarchies qui peuvent exercer des pressions sur les États-Unis pour dire bon, maintenant, vous dites que vous avez gagné et on arrête. Deuxième point, les Iraniens savent bien que les peuples, ce ne sont pas les régimes. Ça joue en particulier pour un pays comme l'Arabie Saoudite, comme Bahreïn, comme le Koweït. C'est un peu moins vrai dans les monarchies du Golfe où les populations sont extrêmement limitées. Mais les libérateurs... Des vrais pays. Avec des vrais pays. C'est pas que des villes champignons. Voilà. Et donc, dans ces pays, on n'accueille pas les libérateurs, entre guillemets, de l'Iran, que sont les États-Unis et Israël, les bras ouverts. Ce sont les pires libérateurs qui soient. Bien qu'il y ait des sunnites et que ce soit les chiites qui attaquent les sunnites. Oui, mais ce sont des musulmans, et quels qu'ils soient, et ces différences entre sunnites et chiites, quand ce sont des bombes américaines ou israéliennes, elles sont quand même secondaires. Donc l'idée, c'est que les victimes sont des musulmans. Et à un moment donné, il y aura une montée des émotions. Regardez ce qui s'est passé
dans cette école, qui a été une victime collatérale du fait qu'elle était placée À côté d'un centre de commandement. à côté d'un Opportunément, centre oui. bien sûr, à côté d'un centre de commandement. Mais là, on retrouve les enseignements du passé. Mais c'est une stratégie à double tranchant, c'est ce qu'on a pu lire sur cette stratégie des pays du Golfe, Oui. c'est-à-dire ça peut effectivement les inciter à peser sur les États-Unis pour qu'ils arrêtent cette guerre, ça peut aussi les rapprocher d'Israël et des Américains. C'est plutôt l'hypothèse numéro 1 qui est en train de se mettre en place, d'après vous? C'est-à-dire, il me semble que les accords d'Abraham sont menacés quand même par ce qui se passe aujourd'hui. Pas tout Les de accords suite, entre Israël et entre un certain nombre de pays et un arabes. certain nombre de pays de la région. Les grands perdants immédiats de cette guerre avec l'Iran, ce sont bien sûr les Palestiniens. On les a oubliés. On s'intéressait à Gaza, on ne s'intéresse plus à Gaza. Mais je crois qu'il faut dissocier le court terme, le moyen terme et le long terme. À long terme, ce qui me paraît grave aujourd'hui, c'est qu'on comprend la stratégie israélienne. Affaiblir le régime au point qu'il tombe. On n'est pas sûr de comprendre la stratégie américaine. Que veut vraiment Donald Trump? Il a changé de discours et il va encore changer de discours. Il a des formules à l'emporte-pièce, des déclarations victorieuses, triomphalistes, mais on sait bien que quelque part, tout ça va l'ennuyer à un moment donné. Et il va se dire, bon, mais ça menace ma majorité aux élections de mi-mandat. J'étais déjà en mauvaise posture. Je ne vais pas perdre la majorité au Congrès pour qu'il y ait la démocratie à Téhéran. Vous dites les Palestiniens sont les grands oubliés de cette affaire. Les Ukrainiens également. Ils sont. Alors, les Ukrainiens sont victimes de cette affaire puisqu'on ne pense plus à eux. Mais en même temps, ils ont réussi. Et là, il faut louer le talent de Zelensky de se présenter comme une partie de la solution. Mais moi, je sais comment traiter les drones iraniens puisqu'ils sont dans mon ciel depuis des mois et des années. Donc, je vous donne la clé. Et il dit à Trump, je viens à votre aide. En échange, vous allez peut-être me fournir quand même l'aide dont j'ai besoin. Donc, il a quelques cartes en main. Il a peut-être quelques cartes en main en plus. Mais c'est le paradoxe de cette guerre nouvelle. Et je reviens au point de départ. Il ne faut pas être obsédé totalement par le passé. C'est-à-dire que l'Amérique est encore plus puissante. Une grille de lecture qui est... Voilà, l'Amérique est plus puissante qu'elle ne l'a jamais été. Et elle paraît impuissante sur le plan militaire à changer le régime. Mais sur un plan économique, les menaces iraniennes sont beaucoup moins efficaces réellement parce que ça ne représente... Le pétrole iranien représente, d'après ce que je lis, 2% de la production mondiale. Et le premier producteur de pétrole aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Ce n'était pas le cas au moment des crises dans les années 70. Je voulais juste... Alors, je sais que Sonia va parler de la Russie. Est-ce que ça a un sens? Tout ce qu'on entend défensif-offensif, c'est-à-dire qu'on entend à longueur de temps Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron nous faire une distinction, comme on l'avait entendu au moment de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en gros, on est là puisqu'on a des accords, on se défend, on est défend, mais on n'est surtout pas dans les... Est-ce que vous pensez que ça a du sens ou est-ce que vous pensez que c'est la prudence même d'attitude des Français? Alors, que ce soit le résultat de la prudence, c'est évident. Est-ce que ça a du sens sur le papier? Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'entrer en guerre contre les Iraniens, mais en défendant nos alliés dans le Golfe, comme Abu Dhabi, avec qui nous avons des accords de défense, nous sommes potentiellement entraînés dans la guerre. Donc il y a une sémantique jésuite qui, sur un plan du légalisme, a tout à fait du sens, sur un plan de la réalité, peut ne pas en avoir demain. Un dernier mot rapidement, la Russie peut-elle tirer profit
de cette guerre? Alors, elle tire profit à très court terme, c'est évident. Mm. On s'occupe moins de la guerre en Ukraine et les prix du pétrole montent. Donc, elle est plus riche et moins Elle aide l'Iran aussi, en concernée. plus. Et en plus, elle aide l'Iran. Elle vient de dire le nouveau guide suprême, c'est très bien, il a mon soutien indéfectible. Et elle est prête à fournir du pétrole aux pays européens s'ils en font la demande et s'ils veulent une collaboration durable et stable. C'est ce qu'a dit le Kremlin ce soir. Merci infiniment, Merci à vous. Dominique Moïsi, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir. On y est chez Robert Laffont. Le JT Monde, tout de suite. C'est Excellente soirée sur France Info.